Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Claude. Eh bien écoute, je te remercie d'être venu dans cet entretien. L'idée de cet entretien, c'est que je voudrais connaître un peu plus ta voix, ce que tu fais, et qu'est-ce qu'est l'alchimie pour toi. On s'est rencontrés il y a 1 an à peu près, devant Notre-Dame, devant les médaillons de Notre-Dame, Ouais. Et tu m'avais dit que toi aussi, tu étais intéressé par l'hermétisme et une forme d'alchimie. Oui. Et je me suis dit, tiens, eh bien, si tu l'acceptes, et je te remercie, eh bien, je t'invite à discuter librement, et c'est enregistré, et tu es d'accord, et je le mets sur YouTube pour tous ceux que ça intéresse. Eh bien, avec grand plaisir Jean-Claude. Alors, dis-moi, Nicolas, donc l'alchimie, tu es jeune, l'alchimie, elle a plusieurs voies. Tu sais que je rencontre des alchimistes. Il y a les alchimistes qui vont les voies du 18e, du 17e, du 16e. Tu as les vrais qui ne pensent que l'alchimie, la vraie, c'est la fabrication de la pierre philosophale, la poudre de projection, l'élixir. D'autres vont des voies internes, c'est l'alchimie de la transformation interne, d'autres symboliques. Toutes ces voies, je les respecte, puisque j'essaye de les comprendre. Et donc, parle-moi de ton approche. Comment tu as rencontré l'alchimie? Et puis, quel est peut-être ton premier maître à penser dans le domaine ou le livre? Eh bien Jean-Claude, la première fois où j'ai rencontré l'alchimie, c'était lors de mes études dans une école. J'ai fait partie d'une école, une école très discrète, une école de mages. Aujourd'hui je peux le dire, qui s'appelait l'ordre des initiés. On va l'appeler comme ça. Et dans cette école, on était appelé à travailler avec les forces de la nature, les élémentaux, à travailler selon le respect de notre environnement et prendre certaines responsabilités vis-à-vis de la vie en général. Alors, tu parles au passé, donc c'était une école d'initiatique ou une école d'initiés? Tout à fait, c'était une école initiatique où j'ai passé un certain nombre d'années. J'ai commencé assez tôt, vers la vingtaine d'années. Donc jusqu'à 25 ans, j'ai suivi cette tradition-là, qui était d'essence païenne, on va dire. Et l'alchimie est arrivée naturellement, puisque un des premiers ouvrages qu'on nous faisait étudier, c'était le Kybalion, notamment. Donc la voie hermétique s'est doucement glissée dans ma vie, et puis venaient les premiers traités. Je pense au Splendor Solis, je pense à Flamel, je pense à Michael Mayer avec la Talente fugitive. Voilà. Et donc, effectivement, c'est des classiques. Enfin, le Kybalion un peu moins, mais tous les hermétistes le connaissent. Mais c'était des lectures que tu as choisies, ou ça faisait partie de ce cursus, ces années d'études que tu as eues? Non, ce sont des ouvrages qui venaient en fin de compte. Quand j'ai rencontré les ouvrages d'alchimie, quand ça commençait à parler de la philosophie en tant que telle, c'était vraiment par hasard. C'était parce que peut-être d'une certaine manière, j'ai commencé à devenir prêt à entamer cette voie-là. Puis, plus tard, j'ai arrêté. Je me suis plus ou moins fermé à cette voie-là. Pas par refus, mais parce qu'à un moment donné, ça sentait un peu le soufre. À 20 ans, 25 ans, bon, on a d'autres priorités, il y a des choses dans la vie qu'il faut régler, il y a, voilà, donc, et après, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Il y a des rencontres, avec des personnes d'horizons très différents. Et petit à petit, eh bien, on se retrouve voilà, devant la cathédrale à se rencontrer, à partager, et c'est de fil en aiguille que ça s'est déclenché. Donc c'est un processus naturel, sans que je cherche quoi que ce soit. Et entre-temps, j'ai commencé l'opératif en 2013. Donc 5 ans déjà que tu fais une forme d'opératif. C'est ça. Je reviendrai là-dessus. Tu as dit que tu avais donc mis un stop à un moment donné à cette démarche dont tu parlais là, avec ce groupe. C'était un groupe de personnes, c'est ça? Les anciens, des mages? Oui, c'était des anciens, oui. En France? Non, c'était... je peux le dire maintenant, c'était... Enfin, ne dis rien si c'est... C'était un groupe qui résidait en Suisse.
D'accord. Donc c'était en Suisse allemande, voilà. Donc, n'en dis pas plus. Voilà. Je sais, en alchimie, le secret est partout. Et bien gardé. Et donc, il y a 5 ans, donc, tu as commencé à faire de l'opératif, c'est ça? Et je voulais te demander, est-ce que tu peux nous dire quel type d'opératif? Est-ce que c'est avec les plantes, avec les métaux, ou avec les éléments dont tu parlais? Eh bien, j'ai commencé déjà donc, à travailler avec la voie de la nature, donc beaucoup avec les plantes, mais pas en spagyrie. C'était une voie où on apprenait à écouter, j'apprenais à écouter les plantes, à les goûter, à les sentir, à avoir un rapport étroit avec ces plantes-là. D'accord. Puis, il y avait les métaux qui sont arrivés naturellement. Donc, les métaux qui venaient de la mine, notamment, on tombe forcément sur l'antimoine. Oui. Et afin de ressentir déjà l'esprit qu'il y a dans la matière. D'accord. Donc l'alchimie opérative n'a pas commencé à faire fondre, à être dans une brutalité vis-à-vis de la matière, avec un feu, même si c'était très souffrant oui. au départ. Il y a eu un rapport de respect. C'est des valeurs que j'ai apprises très tôt. Et puis, vers la gestion du feu. Alors, je t'interromps. Donc, oui. Ta rencontre avec les fleurs a d'abord été une rencontre pour essayer de les sentir, de leur parler. Ouais. Tu as parlé d'une voie naturelle. Et pareil pour les métaux. Pareil pour ou les métaux. minerais. Est-ce que je peux te demander, mais tu continueras ton histoire avec les feux, elle est très intéressante. Est-ce que je peux te demander, par exemple, ce que tu as ressenti par rapport à une plante particulière ou par rapport à l'antimoine? J'avais posé cette question déjà à une personne que j'ai pas filmée, c'était avant que j'entrevienne, mais je serais intéressé de connaître ton rapport ou ton ressenti avec le minerai. Mhm. Alors, par rapport aux plantes, je dirais la plante, plutôt l'arbre. L'arbre qui est venu à moi, avec lequel j'ai une affinité particulière, c'est l'if. L'if? Je ne savais pas pourquoi au départ. Et l'if est venu très tôt à moi, parce que c'est un arbre qui pousse très lentement, qui est un arbre considéré comme immortel, puisqu'il s'épanouit sur des centaines, voire des milliers d'années, et qui persiste dans le temps. C'est un arbre d'éternité. Alors c'est très étrange, parce que dans la tradition celtique, c'est l'arbre de la transformation, de la vie, de la mort. C'est le dernier arbre avant que l'on célèbre pour la nouvelle année celtique, donc pour la période de la Toussaint chrétienne, qui correspond à la Saint-Main, la Showen, et qui nous permet de ramener à la terre tout ce qu'on a plus besoin, en fin de compte. D'accord. Et c'est un arbre qui m'est arrivé très tôt, avec lequel j'ai une affinité particulière. Et un métal qui correspond assez bizarrement, c'est bizarre, c'est l'antimoine. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi à ce moment-là, mais maintenant je sais pourquoi. C'est un métal qui mange les autres métaux. Oui, c'est vrai. On sait sauf l'or. Le loup gris? On l'appelle le loup gris. Oui, oui. Et il faut savoir que dans certaines voies chimiques, on se sert beaucoup d'antimoine pour purifier certaines substances. Oui. Et il y a un rapport assez étrange qu'un sulfure rempli d'arsenic, rempli de poison, et un arbre qui est un poison aussi, puisque on sait très bien que les baies d'if, sa graine est très toxique, hautement toxique. On peut manger de la petite chair rouge autour, mais on ne peut pas manger le fruit en entier. Ah oui. J'ai fait un rapport très tôt avec le végétal, le minéral, et du coup, le premier chemin que j'ai entrepris dans la voie opérative, c'était naturellement l'antimoine. D'accord. Puis... l'antimoine, j'imagine Basile Valentin ou d'autres? Basile Valentin... tu as parlé de Flamel tout à l'heure? Oui, j'ai parlé de Flamel, mais Flamel c'est déjà une autre voie. D'accord. Il travaillait sur d'autres voies, mais en tant que minerai initiateur, comme les lifs, oui. Un arbre de vie et de mort, de mort à soi-même, oui. Le métal, lui, il m'a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire de me délester déjà de ce qui est impur, oui. Puisqu'à très sombre au départ, le minerai, il s'éclaircit au fur et à mesure qu'on le purifie jusqu'à obtenir une étoile, avec un émail souvent vert.
Alors tu dis qu'il purifie, effectivement l'antimoine autrefois était utilisé, je crois, comme purgatif ou comme médicament qui dégage tout. Et j'ai discuté dernièrement avec un alchimiste qui fait beaucoup de pratiques de l'antimoine. Et lui, il m'avait dit carrément que quand il travaille l'antimoine, il a intérêt d'être clair avec lui-même, parce que sinon tous les problèmes surgissent. C'est ça. C'est un gros purgatif et en même temps c'est un révélateur, puisque nous sommes un petit peu au fond de nous. Alors c'est étonnant parce que il y a plusieurs écoles d'alchimistes aussi, enfin je parle des actuels. Tu as ceux qui disent que c'est la nature qui opère, et d'autres qui disent c'est la nature et l'alchimiste, d'autres qui disent que l'alchimiste, d'autres qui disent c'est le divin, c'est le mystère. Chacun a une part de vérité, voire tous, je pense même tous, c'est un angle de vue. Mais tel que je t'écoute, tu serais dans une relation avec les transformations et avec la matière de base, ou au moins la matière intermédiaire, les lyphes et l'antimoine, qui te parlent et qui te transforment toi, comme s'ils étaient en train de te préparer toi à les transformer, ou l'inverse. Je me pose encore la question. Est-ce que c'est pas réciproque? Est-ce que dans l'opération de purification du métal, est-ce que c'est pas le métal? Est-ce que moi j'apporte pas quelque chose qui nourrit quelque part quelque chose sur un autre plan par l'intermédiaire de l'antimoine, et lui peut-être que lui dialogue, il y a une forme de dialogue par la purification que lui me transmet ou que je lui transmets aussi des valeurs. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Toujours est-il que à chaque fois que j'ai eu, enfin en parlant de l'antimoine, j'ai eu des opérations quasiment de l'ordre de l'impossible. C'est-à-dire que des fois, dans mon feu, en fonction de mon état du moment, la manière dont se comportait le métal était complètement différente. Quand tu dis feu, ça veut dire que tu avais un four à fusion, à creuser. J'ai toujours travaillé au four à bois. Au four à bois, d'accord. Donc mon feu, ça peut être un grand barbecue, là, les grands barbecues à cuve. Voilà, mes essences de bois. La tradition voudrait que quand on fait un feu consacré, on utilise entre 7 et 9 essences différentes. Voilà. Et l'animer le feu pour appeler la salamandre pour qu'elle puisse venir dans le creuset. Je peux révéler la chose, hein, ce n'est plus un secret. On peut en prendre notre morceau de bois, du chêne. Donc, pour consacrer ce bois qui va réveiller le métal, prendre déjà du bon sel de mer. Donc le plus brut possible. Une huile extra vierge qui a connu le soleil, donc de l'huile d'olive, parfait, du aussi possible. Et troisième élément, un alcool qui vient de la vigne, Bonne Armagnac, un cognac, ça peut. J'allume le feu, donc au fur et à mesure, je mets mon sel par le corps. Donc le sel correspond au corps. Oui. Donc l'huile correspond au soufre, à l'animation, donc à ce qui met la vie dans le corps et que par l'esprit s'incarne dans les deux premiers. Donc c'est une forme de rituel d'allumage du feu. C'est un rituel mais qui a des effets assez particuliers. Le feu, au fur et à mesure que je rajoute les ingrédients, le feu au départ s'éteint. Puis il est ranimé de couleur or grâce à l'huile et si ça marche, le feu est animé quand il commence à prendre du violet et du vert. D'accord. Flamme violette et flamme verte. Et là, la température monte monte plus haut que prévu. À très haute température. Et oui, je viendrai voir ça. J'essaie chacun d'essayer, les opératifs, vous pouvez essayer, ça marche. Ah ouais, bah écoute, ça me plaît ça. Alors, revenons-en quand même, parce que là, c'est une façon de faire l'alchimie qui est très peu courante. Si tu avais raconté ça au 19e siècle, on t'aurait dit, attends, l'alchimie, on oublie, hein, maintenant on sait que c'est de la chimie, ce que je ne pense pas. Je pense que l'alchimie a sa propre façon de penser, et ce qui me plaisait, j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, c'est que un des volets de l'alchimie, c'est que les alchimistes essayent de comprendre les mystères.
comprendre les mystères qui sont à l'origine des éléments, de la transformation des éléments. Et tu as parlé de l'If comme étant un représentant, je le dis avec mes mots, à la fois de l'éternité et à la fois de la transformation. Donc, et puis ces petites baies qui contiennent à la fois de la chair comestible et un poison. Donc là, on est dans un aspect qui pourrait rappeler Paracelse avec les médicaments, sachant qu'on peut soigner avec le poison, pour autant qu'il soit suffisamment dilué. L'éternité et la transformation est quelque chose qui peut être vu de point de vue vraiment chimique. Il y a une école qui disait que lorsqu'on cherche à comprendre les phénomènes de la nature, tout vit la même chose. C'est-à-dire, ça naît, ça mûrit, ça meurt, ou ça se transforme. Et donc l'If, finalement, il symbolise cette sortie du cycle des naissances et des morts pour aller vers l'éternité directement, enfin, sur son symbole. Et l'alchimiste, quelque part, cherche ça. Que ce soit dans la maturation des métaux, ou pour ceux qui utilisent les symboles de l'alchimie, dans une évolution de conscience ou une transformation d'eux-mêmes. Donc, alors continue, je t'ai interrompu. Donc, l'antimoine. Donc, l'antimoine, eh bien... tu étais en train de le chauffer. Donc, quand il était chauffé, donc, au bout d'un moment, avec les bons principes, l'idée c'est d'apprendre, pour moi l'antimoine, il a une vertu au niveau de l'alchimie, ou en tant qu'hors d'œuvre, avant d'attaquer le grand œuvre, puisque c'est pas l'antimoine en tant que tel qui est le grand œuvre, c'est une préparation déjà spirituellement, corporellement, et pour apprendre des principes, certains principes en tout cas. Ouais. Déjà la maîtrise du feu. Oui. L'antimoine est déjà en soi un feu, qu'on essaie de maîtriser par un autre feu, un feu d'en bas. Oui. Ce feu d'en bas, comment je vais essayer de l'apprivoiser? Parce qu'on a toujours cette tendance de vouloir, au départ, avoir le feu le plus fort pour que ça fonde. Oui. C'est pas par la violence qu'on obtient des résultats. Au départ, le feu, on le maîtrise en imitant la nature, en élevant doucement la température, en mettant le bois qu'il faut, pas plus, pas moins. L'entretenir, le feu. Donc c'est presque être dépositaire de l'étincelle de vie, du principe primordial de vie. Du feu. Du feu. Cette étincelle-là, le feu, qu'incarne le feu d'en bas, et de l'amener doucement à une exaltation pour que cette force soit transmise au feu contenu dans le métal. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que le métal peut s'éveiller. D'accord. Donc alchimiquement, il y a des sels, bien sûr. On peut utiliser des sels, des procédés. Mais au départ, je pense que l'apprenti, dans son cheminement, il a besoin de savoir comment disposer son bois, comment allumer son feu, comment l'entretenir. Et d'avoir un rapport avec cette force primordiale. Et à un moment donné, tu suis quand même ce qui se passe dans le creuset. Et justement, en faisant ça, j'ai constaté que le comportement déjà du feu n'était pas du tout le même, que simplement allumer un barbecue avec l'allume-feu pour barbecue, ça n'a aucun rapport. La façon de disposer un feu, de rendre cet espace sacré, en fin de compte, c'est sacraliser justement ce feu qui va justement animer quelque chose qui est dans la matière, faire descendre quelque chose, sans doute. Oui. Et c'est pour ça que quand j'ai obtenu par exemple la fameuse étoile de Compostelle qui est dans le feu, qui était dans l'antimoine, cette étoile était recouverte d'un joli émail vert, de la couleur de l'if. Oh, un vert très sombre, un petit clin d'œil, et j'ai eu les larmes à l'œil, puisque c'était un moment de joie déjà, parce que ça veut dire que la purification, la matière avait atteint un certain état de purification voulu, et que cet émail vert, c'était quand même un petit clin d'œil vis-à-vis de la nature, le côté le végétatif en train de naître du minéral. Et cette étape, j'imagine que c'est l'étape qu'on appelle souvent l'étoile sur le bain, ou l'étoile ou le régule. Le régule, oui. C'est la toute première opération qui finalement, lorsque je t'écoute, relève autant de la pratique, de l'apprentissage du métier,
que des premières observations de l'évolution de la... Alors tu parlais du feu, là, c'est pas une question peut-être d'alchimie, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait parlé du feu aussi, et il m'avait dit la chose suivante, il m'avait dit, dans le feu, il faut faire attention, c'est pas juste un feu. Il n'avait pas parlé de salamandre, mais il avait exprimé que au moins, il y avait deux aspects dans le feu. Et puis comme tu as une approche symbolique, je me permets de t'en parler, il a dit, lorsque les choses brûlent, lorsque le bois brûle, il y a deux feux. Un feu qui a l'esprit des flammes, et ça consomme et ça s'en va, et c'est perdu. Et un feu, qui est le même, qui a l'esprit des braises. Oui. Et c'est cet esprit qui est un feu qui transforme l'intérieur. Alors que les flammes, c'est un feu qui purifie l'extérieur. Est-ce que tu as eu des ressentiments, parce que j'imagine que ton antimoine, il a dû lâcher des vapeurs, j'espère que tu les as pas reniflées, et non. Il a transformé ce qui restait au feu. Oui, j'ai fait l'expérience, comme tout alchimiste, un peu, comment dire, un peu maladroit au début, il a eu sa salade à base d'ail d'arsenic. Bon, mal de tête, heureusement c'était à l'air libre, c'était juste, mais bon, au moins je sais à quoi ça ressemble. Hein. Donc, ne jouez pas au barbecue avec l'antimoine. Toujours à l'air libre, si vous avez la capacité d'avoir des masques de protection, prenez-les, mais jamais jouez avec ce sulfure-là de manière complètement aléatoire. Et surtout pas sur le balcon du voisin. Voilà. Eh bien écoute, c'est très intéressant ce que tu racontes, parce que quelque part, tu fais peut-être comme faisaient les très anciens, qui observent en se disant, je ne comprends pas d'où vient la matière, l'univers, etc. J'ai vu qu'il y avait souvent de l'antimoine à côté du mercure ou à côté de l'or dans les veines. En le chauffant, on a le loup gris qui mange certains métaux, mais quand on le remet au feu, eh bien le métal ressort. Et donc tu as un petit peu fait ce chemin des anciens finalement. J'ai un peu fait une approche presque naturelle. En tout cas, mon approche a tenté de pas d'imiter ce qui est marqué dans les livres, dans les traités, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me pose toujours la question, qui était le premier alchimiste? Comment il a fait? Comment il est parvenu à des conclusions quand il est arrivé jusqu'au bout? Quand c'était le cas, l'idée c'est d'observer la nature. Et je pense que l'alchimiste, s'il y avait une définition à donner, ou en tout cas une description à faire pour l'alchimiste, il doit comprendre qu'il est en voie de réintégration de la nature, dans la nature. Et s'il veut aller jusqu'au bout, tout son travail consiste pour capter l'esprit d'en haut, le Spiritus Mundi, ou la Nuivre pour les anciens Celtes, qui est juste l'équivalent de la force des Jedi, hein. C'est l'esprit de cohérence de toute chose. L'idée, c'est de retrouver le geste de la nature, s'imprégner de ce qui se passe au moment où on fait nos manipulations, nos gestes, nos tours de main, d'être au plus proche de la nature. Et c'est ça qui fait l'alchimiste un assistant de la nature sans qu'il en transgresse les règles. Alors effectivement, on trouve ça dans de nombreux traités, c'est-à-dire que l'alchimiste, quelque part, considère que c'est la nature qui travaille. Néanmoins, lui, connaissant comment travaille la nature, crée les conditions pour que la nature lui-même et les éléments arrivent à terme plus vite que prévu. Ouais. Et d'une certaine façon, certains, dans un langage plus politique, disent que la nature se réjouit d'un alchimiste qui lui permet de créer les conditions dans lesquelles les phénomènes de la nature amènent les processus au bout, et l'alchimiste se réjouit si la nature lui permet de participer à cette accélération des processus. Mais ça sous-entend que la nature a un terme de perfection. C'est les alchimistes. Et tout à l'heure, tu disais, lorsque le premier alchimiste est arrivé au bout, je pense que ce premier alchimiste n'a pas existé. Mais par contre, je m'exprime, il a existé des gens qui ont travaillé le feu, et arrivé au bout, ils ont extrait l'or d'un minerai. Il y a des alchimistes qui sont arrivés au bout parce qu'ils ont extrait la quintessence ou l'élixir qui a pu guérir. Il y a des alchimistes qui sont arrivés au bout parce qu'ils avaient une recherche de
de la compréhension du monde et dans une vision extatique ou mystique ont eu leur réponse. Et parce qu'aujourd'hui, nous héritons, surtout avec le travail des historiens, puis le travail des traditions, nous héritons en Europe, actuellement au XXIe siècle, de 4 ou 5 veines d'historique d'alchimie qui convergent et qui créent confusion, mais aussi, moi je pense, qui créent richesse. Et je voulais aller sur ce chemin, sur lequel je n'ai pas encore... j'ai déjà échangé avec des personnes, mais pas forcément interviewé. Tu as parlé d'alchimie intérieure, c'est ça? Oui. Ou c'est ça que tu as utilisé? Oui. Moi, je considère jusqu'à présent que l'alchimie intérieure, toute chose dans la nature se transforme. Pourquoi l'être humain ne se transformerait pas? Lui également, il naît, il grandit, il meurt, ou il se transforme. Et est-ce que tu voudrais en dire un peu plus là-dessus? Oui, mais l'alchimie interne, en tout cas, ce qui appelle la voie du Nathan, je crois, enfin du cinabre, la voie des cinabres, qui est une vision taoïste, souvent d'Extrême-Orient. J'ai travaillé dans cette fameuse école, justement, qui était un petit peu l'origine, un petit peu l'apéritif de ce que j'allais entreprendre dans la voie externe. Donc, excuse-moi que je comprenne bien, dans ce groupe, donc il y a 15-20 ans, c'est ça? Ouais. Une quinzaine d'années, tu avais, ou il t'enseignait la voie du cinabre? Oui, de manière complètement libre, ouverte, transparente. Qui était une voie apparentée à un yoga, on pourrait imaginer ça, qui s'accompagne de mouvements du corps, du souffle et d'une certaine attitude à avoir. Hein. Et l'idée, dans cette pratique-là, elle est issue de la... Il y a un écrit qui est connu aujourd'hui, qui a été traduit par Tom Cleary, je crois, qui s'appelle Le secret de la fleur d'or. Oui. Et c'est cette voie-là que j'ai pratiquée, qui utilise, qui n'est plus secrète aujourd'hui, puisque je la transmets aujourd'hui à ceux qui veulent travailler avec. Donc l'idée, c'est d'utiliser son corps à la fois comme creuset, comme creuset, comme athanor et comme matière première. Oui, donc on retrouve la vieille formule. Un vase, une matière, voilà. Un feu. Voilà. Mais donc le cinabre, ça n'est pas un sulfure de mercure. Ça s'appelle la voie du cinabre, mais il n'y a pas de matière extérieure. Non, la matière, c'est... on peut imaginer que les cinabres, ce sont 3 points de stimulation. Donc ces 3 points, donc un qui est au niveau du hara, donc sous le nombril, donc qui est la zone sacrée, le premier, ce qu'on appelle le premier chaudron, le chaudron où le feu intérieur, le feu s'accumule ici, donc l'énergie primordiale. Cette énergie primordiale, on va y mettre de la matière, donc cette matière, on va par des respirations, par des mouvements physiques, hein, parce que c'est relativement martial comme donc mettre la matière première, la comprimer ici, dans le premier chaudron, on lutte le chaudron, on met le feu. Ce chaudron luté, on va lui apporter un feu d'en haut et un feu d'en bas. Donc ce feu d'en bas, c'est le mouvement physique, et le feu d'en haut, qui est la lumière. Cette lumière, on va la faire descendre, on va faire monter, on va purifier ce premier chaudron, et la matière va monter d'un cran au second chaudron. Ce chaudron, qui est un chaudron qui est de rayonnement, donc d'expression, on va l'animer. C'est comme l'opération d'animer le mercure. Okay. Certaines voies, donc on va mettre en stimulation ce mouvement et on va faire monter, on va faire purifier, et là ça va être la voie de sublimation. Donc on va sublimer la matière, la libérer, et qui va apporter un état de conscience modifié qui, en fonction du talent de chacun, va durer plus ou moins longtemps. Donc c'est un état de transcendance de soi. Donc ça n'a rien à voir avec le cinabre physique. Mais quand même, il me semble que la voie que tu décris n'a rien à voir, ou a priori, n'a rien à voir avec la voie de Roger Caro, ou en partie de la voie du cinabre de Léon Gineste.
Non, du tout. C'est les voies internes. De toute façon, Karo, c'est une voie qui est certes sacerdotale, mais enfin, il y a une voie sacerdotale, mais externe. Donc, il travaille avec le sulfure de mercure Oui. pour travailler jusqu'à la pierre. Les voies internes travaillent sur un cinabre philosophique, D'accord, donc qu'il faut reconstituer en soi pour illuminer, d'accord. en fin de compte. Alors moi je ne connais pas cette voie du cinabre, ni l'interne, Mhm. qui est visiblement taoïste, ni l'externe. Et par contre ce qui me plaît, et ça c'était un clin d'œil, c'est que la formule du cinabre, je crois que c'est HGS ou HGS2, en gros c'est un soufre associé au mercure. C'est ça. Et rien que ça c'est le clin d'œil alchimique. Puisqu'en Ouais. fait, chez les anciens alchimistes grecs, eh bien, les métaux, c'était un soufre et un mercure. Mhm. Et puis ils avaient toutes leurs représentations, leur façon de voir la matière, et qu'il fallait le bon dosage, le bon équilibre entre une qualité de soufre particulière, une qualité de mercure particulière, et si l'alchimiste eh bien, arrivait à faire maturer ces deux composants ensemble, il arrivait jusqu'à l'or. Et donc, ce que tu décris n'a rien à voir avec ça. Non. Mais pourtant, tu l'appelles la voie du cinabre. Non, je l'appelle pas la voie de cinabre. Ah, c'est moi peut-être qui ai fait une erreur. Je l'appelle la voie de la fleur d'or. La voie de la fleur d'or. Oui. D'accord. Et il y a d'autres voies internes qui ont un autre nom. Je crois que c'est la voie de la pilule d'or ou quelque chose comme ça, qui est une voie de substance, je crois. Où là, on prend quelque chose qu'on transforme à l'intérieur de soi. Mais je ne sais pas plus. Mais c'est peut-être ça, la petite Ouais. pilule C'est de possible. cinabre. Oui, il me semble que dans les traités taoïstes, que je ne connais pas, mais j'en ai entendu parler, il y avait une voie liée à la respiration, Mhm. donc en fait la captation de ce qu'on appellerait le spiritus mundi, Mhm. et que une fameuse pilule, mais que je ne conseille pas d'avaler, une fameuse pilule, lorsqu'elle était ingérée, et c'était peut-être une forme de cinabre, etc., enfin, dans des doses homéopathiques, permettait d'ouvrir certains organes, ou certains organes subtils, etc., et qui avait à la fois des actions physiques dans le corps qui permettaient une ouverture à une respiration particulière Ouais. que tu expliques. Mais alors, moi ça m'intéresse. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que là, on est très loin de ce qu'on entend par l'alchimie occidentale. Eh oui, tout à fait. Il y a souvent une opposition qui a été constatée entre l'alchimie externe, où on travaille au creuset de manière où le métal est extérieur, et où on travaille sur peut-être nos métaux intérieurs. Ce n'est pas je suis d'accord que l'alchimie, c'est de trouver la pierre philosophale. Donc le but de l'alchimiste n'est peut-être la pierre philosophale, mais pas que. C'est une histoire de cheminement. Peut-être que le boulot d'alchimiste, quand il travaille l'alchimie, parce que faire le chemin est tout aussi important que le but. S'imprégner complètement du chemin, peut-être que le but se manifestera, Oui. cette Alors, fameuse pierre. Tu as prononcé le mot magique de la pierre philosophale. Alors dis-moi deux choses. Un, qu'est-ce que c'est pour toi? Et qu'est-ce que dans cette voie que tu es en train d'investiguer va t'amener à ce que tu penses, à ce que tu appelles toi la pierre philosophale? Qu'est-ce que j'appelle la pierre philosophale? Enfin, qu'est-ce que c'est pour toi? Au départ, je croyais que c'était vraiment quelque chose de purement symbolique, que c'était un concept d'éveil spirituel. Je croyais vraiment que c'était quelque chose qui n'était pas concret du tout. Puis, sur mon cheminement, j'ai eu la chance que l'on me présente la pierre philosophale. On t'en a montré une, en disant tiens, regarde. Elle m'a été confiée. Genre, voilà, et je sais à quoi ça ressemble. Elle est parfaitement conforme à ce qui est décrit dans Oui, certains traités. Donc un corps rouge, orangé, diaphane, qui a la consistance de la cire. Et oui, c'est ça. En fait, elle m'a été offerte par, comment dire, en tant que, comme un genre de pacte de confiance. Enfin, pacte, c'est vraiment parce que
je sais pas, c'était un moment magique où cette personne-là, quand elle m'a confié la pierre philosophale, eh bien, c'est une confiance réciproque déjà, et je crois d'encouragement. Mais c'est étonnant, c'est la première fois que j'entends ça, mais je l'ai lu dans les livres, hein, quand je lis les traités, beaucoup d'alchimistes disent ils ont récupéré de la poudre de projection, ils ont pu eux-mêmes faire la transmutation. Et donc, de ta vision purement symbolique, tu en es arrivé à la constatation, non, il y a un aspect physique, matériel, énergétique à la pierre philosophale. Oui, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret. C'est pas une vision mentale, c'est vraiment une substance qui existe. Donc c'est pas parce que c'est pas parce que on en possède un petit bout que forcément elle a forcément de la valeur, puisque l'idée c'est de la faire soi-même. Vas-y, explique. Alors, c'est une quête. L'alchimie, c'est avant tout une quête. Où l'initié ou l'initiable, lui, ce qu'il cherche, c'est trouver la pierre, mais en respectant les règles de la nature. Or, la tentation du grade, c'est bien sûr, c'est que les choses soient toutes faites. Mais en fait, l'initiable, il cherche, à travers la voie des 4 éléments, donc de commencer par la terre, de quelque chose de bien épais, de bien dense, et bien d'avancer animé par la flamme de la vie. Donc réveiller son feu intérieur, afin de guérir certaines choses en lui, et de se mettre en mouvement, pour être enfin libéré de la forme. Ben là, en fin de compte, on a les 4 éléments d'initiation. L'initié alchimiste, eh bien, il va reproduire ces états dans la matière et en lui. Donc il part gros épais, il va bourriner sur son feu, donc son feu il va partir, sa matière va exploser, et donc il va ajuster son geste, il va adoucir son geste, il va reproduire, s'il observe la nature, les cycles de la nature. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'œuvre commence entre le bélier et le taureau, puisque c'est à ce moment-là que déjà la sève remonte. Les anciens Celtes le savaient, le point de départ du printemps, c'est la période Imbolc. C'est l'époque donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chandeleur. Oui. Donc on mange les crêpes, le soleil. Oui, mais c'est selon nous tous libères et selon beaucoup de pratiquants, c'est le moment pour capter cette fameuse rosée de mai. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les arbres, qui étaient encore tout secs, qui étaient en mort apparente, je dis bien mort apparente, où on entend dans les forêts, si vous allez dans les forêts, on entend craquer. C'était parfois des branches qui ont l'impression qu'ils cassent. En fait, c'est la sève qui remonte le long du tronc en apparence morte, où la vie renaît, et où le feuillage va reprendre vie. Donc, et cette force-là, qu'est-ce qui permet cette force-là? Donc, il y a les eaux sous la terre, mais il y a aussi quelque chose dans l'air qui est impalpable, qui n'est pas ce monde, et pourtant qui vient se manifester. C'est la rosée, et les Celtes appelaient ça la nouivre. C'est le spiritus mundi. Donc, c'est une rosée que tu captes qui tombe du ciel. Enfin, ou de l'espace. Alors, qui tombe du ciel, je ne sais pas si ça tombe, mais en tout cas, ça se manifeste. Ah, d'accord, ça tombe pas forcément. Mais c'est pas celle dont tu parlais qui sortait du sol. Du sol sort une eau, une sève, qui va à la rencontre de cette rosée. Voilà, un feu à queue. Un feu haut. Un feu une eau, un feu caché dans une eau. D'accord. Donc, tu sais qu'il y a des spécialistes de la rosée, hein, et il y a des discussions sur la rosée. Donc, la rosée que tu recueilles, c'est une rosée qui est la rencontre d'une sorte d'humidité de la terre, plus l'humidité qui a capté la rosée de l'atmosphère. C'est-à-dire que donc tu la captes avec des draps qui sont au-dessus du sol, ou avec des draps qui raclent le sol, ou autrement encore. Alors, en fait,
Donc pour capter la rosée, il y a plusieurs méthodes. Bon, la plus connue, c'est celle avec la bâche où on met des piquets. Oui. On attend que la rosée, on va dire, s'écoule sur les bâches et récolter l'eau. Ou il y a l'autre méthode où on prend des draps de lin Oui. et on va aller sur l'herbe et frotter, Oui, oui, essorer, et oui, ainsi de suite. Et il y a une autre méthode plus moderne où on capte la rosée avec des genres de bâches un peu réfléchissantes, un peu comme ce qu'on met derrière les miroirs. Oui. Et on les suspend en cône et l'eau vient à l'intérieur comme un entonnoir et ça s'écoule dans Notre-Dame-du-Lac. D'accord. Donc c'est un petit peu la version améliorée des draps suspendus. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y a des moyens un peu plus particuliers. Enfin, là, Le tout, c'est de capter cette humidité c'est ça. en espérant que la rosée... Parce que la rosée, c'est quelque chose qui est dans cette humidité. Absolument. Mais je peux dire, aujourd'hui, ayant expérimenté... Ouais. Parce que j'appelle aujourd'hui la nuivre, parce que étant en dourisant aujourd'hui, je ne parle plus du spiritus mundi de telle manière. Je parle de la nuivre en tant que force, en tant que manifestation de la force primordiale. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la rosée, alors on me croira ou pas, c'est pas grave, je partage ce que j'ai à dire. Oui. Cette rosée peut se manifester en milieu clos. Sans qu'elle remonte, sans qu'elle descende. C'est pour ça que tu disais, elle ne tombe pas forcément. Voilà. Donc dans mon expérience, je prends un ballon, je la ferme à vide. Je vide l'air dedans. Je la mets dans certaines conditions climatiques, et au bout d'un certain temps, il y a une eau qui apparaît. Elle vient d'où? Sachant que c'est hermétique, c'est vidé de l'air, de toute humidité. C'est simple, hein, il suffit de chauffer le ballon, on chauffe pendant un certain temps, donc on évacue l'air, comme un pot de confiture, l'eau, l'air va s'enlever et ça va fermer. Quand je mets certaines opérations précises, une eau apparaît. Et c'est pas la petite goutte, c'est juste une flaque. Donc, et cette eau a la puissance, a la même constitution, la même composition que la rosée qu'on va chercher dans les prés. Sauf que il semblerait qu'elle soit encore plus pure. Je ne sais pas, mais en tout cas, tu abordes un sujet qui est troublant. Voilà. Néanmoins, c'est un sujet troublant, et je voulais te poser la question suivante. Le lien ou la différence entre ce qu'on appelle parfois la quintessence et ce spiritus mundi. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce que c'est des approches, des visions différentes? Peut-être qu'il faut que je précise ce que j'entends par la quintessence. Oui, vas-y. Ce que j'entends par la quintessence, c'est surtout celle dans la vision des anciens puis qu'a repris Paracels. C'est-à-dire que les éléments, on peut les constituer avec les trois principes, ou surtout les quatre éléments. Et en séparant les quatre éléments, il en reste finalement une dernière, une quintessence, ou, dans l'approche de Paracels, de faire des transformations spagériques, à purifier ces éléments de telle sorte à ce qu'ils puissent capter la quintessence. Mais il me semble, et dans ma compréhension actuelle de la quintessence, c'est quelque chose qui serait une cinquième essence, pure, qui est au cœur de la matière constituée, selon les anciens, par les quatre éléments. Lorsqu'on sépare ces quatre éléments, on peut extraire cette quintessence, mais qui est cette même quintessence, comme si elle était, ça me fait penser à la rosée, comme si c'était une rosée, mais qui se soit, fondue dans une matière. Alors que la rosée, ce serait cette quintessence non encore spécifiée sous une forme. Alors, voilà. Alors est-ce que c'est ça que tu appelles le spiritus mundi? Alors, ce que j'appelle le spiritus mundi, c'est ce que j'appelle l'esprit du monde, qui a été capté, piégé, coagulé. On peut entreprendre plusieurs voies pour la capter. L'idée, c'est de créer les conditions pour qu'elle se manifeste et elle reste dans notre monde. Donc, oui. Et normalement, c'est dans la rosée.
Et normalement, c'est dans la rosée. En tout cas, une bonne partie est dans la rosée. Ouais. Sauf que quand on veut travailler avec la rosée, dans les voies de la rosée, Ouais. eh bien, il faut qu'elle change d'état. Donc l'idée, c'est comment trouver les processus pour que l'esprit du monde ne s'en aille pas de l'autre côté. Il faut la garder dans notre monde, puisque pour trouver cette fameuse quintessence à travers la matière. Donc, est-ce que la question que je me pose encore aujourd'hui, c'est une question philosophique, c'est est-ce que la rosée, le spiritus mundi, est le point de départ, ou la véritable matière première qui permet à la lumière de se coaguler dans notre matière, dans une cristallisation, sous forme de cristallisation. Oui. Est-ce que c'est la matière première ou est-ce que c'est le moyen, le vecteur? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle aujourd'hui j'ai pas de réponse. Mais aujourd'hui, tout montre que c'est les deux à la fois. Puisque c'est une matière qui, sous certaines conditions, se suffit elle-même. Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. Voilà. Et cette, les livres qui traitent de la récolte de la rosée disent bien qu'il faut, sous une forme allégorique ou sous une forme très claire, qu'il faut vraiment la cueillir avant que le coq ne chante, voilà. avant que le soleil se lève. Sinon c'est foutu. Et alors, c'est foutu, mais c'est foutu pourquoi? J'imagine que c'est pas pour une raison chimique. Hein. J'imagine que c'est pas la transformation des sels de nitre en nitrite ou en nitrate. J'imagine qu'il y a autre chose dans ce lever du soleil. Alors, il y a une chose, bon, de manière symbolique, je pourrais apporter ma petite compréhension, c'est que la vie naît dans l'obscurité. Donc, l'ensemencement, le soleil, lui, il rayonne. Mais il rayonne, mais aussi il a une capacité de garder la vie en état, mais aussi une oxydation. Donc il y a de tuer, de brûler. Le soleil a le pouvoir de brûler, de simplement annihiler. Oui. La terre, elle, si la rosée tombe dans la terre, eh bien, la terre elle va s'imprégner de cette force-là. Donc la rosée va être absorbée, digérée d'une certaine manière. Mais si on la capte entre ces deux moments où le soleil n'est pas présent et la terre n'est pas en contact elle est encore neutre. Donc elle est coagulée parce que souvent c'est une eau gelée. Quand on touche la rosée, on a les mains bleues. Hein. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est vraiment un sacerdoce pour le faire. Hein. C'est vraiment. Il faut vraiment avoir envie. Hein. Oui. Et c'est une eau qui brûle. Mais c'est un feu froid. En fin de compte. Et c'est pour ça que peut-être que pour préserver la qualité de sa vie, comme une mère, comme une matrice, on a besoin de garder certains éléments primordiaux à l'abri du soleil, à l'abri du jour. Donc quelque part, que ce soit la materia prima, que j'ai compris que c'est autre chose que le spiritus mundi, pour toi, enfin au moins dans cet échange, un aspect essentiel, c'est de capter cette rosée, voilà, contenant le spiritus mundi. Tout est là. Et ce spiritus mundi qui est apparu, on ne sait d'où, et qui disparaît, on ne sait tout. Et l'idée, c'est de le garder. Voilà. Ça me fait penser à l'heure du 1000e matin, dans une autre approche, Oui. où Barbeau essayait sans arrêt de prendre sa motte de terre en espérant que l'esprit y reste. C'est un petit peu cette très belle histoire que ça me rappelle. Absolument, oui. Ouais. Mais la rosée, de toute façon, le spiritus mundi, quel que soit la moyen qu'on va la capter, ce qui est important, c'est que c'est la semence primordiale de la vie. Donc, qu'on doit préserver, pas garder, mais préserver, puisque nous sommes dépositaires, pour la donner en offrande à une matière qui va se développer grâce à elle, donc qui va apporter une forme de lumière qui n'est pas d'ici. Et si je reviens à ce que tu disais au début de notre entretien, que tu suivais, ou qu'on t'avait enseigné une voie dans laquelle on respire, tu as expliqué très brièvement cette voie de la fleur d'or
que j'ai appelé la voie du cinarbre, avec les 3 chaudrons, tu Ouais, m'as ouais. expliqué. C'est ça. Et donc, quelque part, tu fais descendre ce Spiritus Mundi dans ces chaudrons. C'est ça. Alors, il y a Est-ce- plusieurs est-ce- voies. Ouais, il y a plusieurs voies. Donc, dans la voie comment dire, de la fleur d'or, on n'utilise pas de substance extérieure. De base, hein. Oui. Mais il y a une voie où on fait ça à la rosée du matin. On pratique dans le jardin, à la prairie, et des fois nu, ça existe, où on est dans tous les cas pieds nus, Dans la rosée. voilà, dans la rosée, et on fait toutes les opérations où on peut boire, goûter de cette eau et la faire descendre en nous tout en travaillant. Ce n'est pas exclu. Juste- C'est pas la voie la plus facile. puisque, Jusqu'au soleil, jusqu'avant le soleil. Juste- Jusqu'à ce qu'il se lève. Oui, c'est à l'aurore, hein, de toute façon. C'est l'aurore. Voilà. C'est une voie qui est comme ça. Après, il n'y a pas de substance, puisque Mais la rosée, donc, dans cette voie-là, c'est la lumière. Alors, la lumière en tant que photon. Puisque dans ce travail-là, on cherche à réveiller le feu d'en bas et on a besoin d'un feu d'en haut pour arriver à la croisée des chemins. La lumière, c'est quoi? Tout simplement la lumière d'une simple bougie. On travaille, on regarde la lumière et quand on ferme les yeux, au bout d'un certain temps, il y a la rémanence de la rétine qui garde une photographie qui s'appelle on appelle ça aujourd'hui le phosphène. Oui. Et c'est une énergie qui va stimuler la glande pinéale. Donc il va nous calibrer, d'une certaine manière Oui, oui. à un certain niveau de fréquence. D'accord. Donc notre corps va s'ajuster va capter quelque chose. Et cette énergie, par le souffle, on va la faire descendre, tandis qu'on va faire remonter l'énergie d'en bas. Donc l'idée, en fin de compte, c'est créer un mariage. Ah oui, on retrouve le mariage. C'est créer un mariage. Alors, attends, que tu parles du mariage. Dans l'approche plus usuelle de l'alchimie, on sépare les principes, on sépare le souffle, le mercure, on les purifie, C'est ça. et c'est seulement une fois purifiés qu'on les marie. C'est ça. Est-ce que dans le processus que tu décris, il me semblerait qu'il y ait un mariage avant purification? Ou est-ce que... La purification se fait avant. Alors, explique-moi. Donc, d'abord, les mouvements, on a des premiers mouvements qui amènent à condenser toute l'énergie dans le premier chaudron. Il y a une opération où cette énergie, on va la chauffer. Oui. Donc il va y avoir des choses qui vont se volatiliser. Même il y a des grands bâillements, il y a des gaz qui... C'est thermique, hein, il y a même l'énervement, il y a même des émotions qui montent. Donc la purification se fait à ce niveau-là. D'accord. Le mariage se fait à la dernière opération. Mais le soufre aussi doit être purifié? Ah ben c'est en même temps. C'est en même temps. La matière libère son soufre. D'accord. Donc le soufre, le soufre Enfin, je peut-être se purifie par le souffle. Par le souffle. Voilà. D'accord. Et ensuite, continue, donc il y a mariage, les deux. Et donc, une fois que tout ça c'est purifié, c'est là où on fait monter et descendre les deux feux. Donc ce feu, cette énergie d'en bas, qui est tout simplement un souffle contrôlé qui va mener vers le haut et de la lumière qu'on a capté, qu'on va envoyer vers le bas. C'est pas de la visualisation, c'est quelque chose. Capté par la pignale. Voilà. On va la faire descendre. On fait un mariage, donc il y a un processus de cohabitation, de fusion, Ouais. et après on libère cette énergie-là. Et elle va où? Et elle se répand dans tout le corps. D'accord. Donc l'idée c'est que nous sommes l'athanor, le creuset et la matière. Donc tout se garde en nous, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien, tout se transforme. En tout cas, je suis parvenu à certains résultats qui font que la vie change. C'est une transformation qui est spirituelle mais aussi physique, puisqu'il y a des opérations, il y a des guérisons qui s'opèrent. D'accord. Et ça, on peut l'appeler alchimie. Ou simplement ça ressemble à l'alchimie, les processus sont les mêmes que ceux de l'alchimie. Pour moi, je l'appelle alchimie par commodité, même si je suis conscient que ce n'est pas de l'alchimie en tant que telle. D'accord. Par rapport à la pierre philosophale externe. Mais on sait très bien qu'on peut créer une pierre philosophale à l'intérieur. Si on considère que nous avons nos métaux à l'intérieur, nous avons tout ce qu'il faut, tout ce que nous avons besoin, peut-être elle ne transformera pas en caillou rouge transmutatoire, mais peut-être que
c'est ce qui nous sommes, qui font de nous des pierres philosophales, mais d'une autre forme. Ouais. Alors, tu as abordé un domaine, je ne pensais pas que tu allais aborder tout ça, c'est très très intéressant. J'en profite pour poser une question qui me vient à l'esprit. Et puis, il faudra que tu me fasses penser à la fin, on terminera sur 10 minutes sur un autre sujet. J'ai en tête l'image de l'Ouroboros. Ouais. Et j'ai en tête, bien sûr, le truc classique de l'alchimie, transformer le plomb en or. Alors, avant de faire les raccourcis, si j'associe ces deux images, c'est dans un but particulier. Souvent, dans la table d'émeraude, qui est un petit peu la philosophie qu'on retrouve dans les approches alchimiques, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Parfois c'est dit un peu différemment, hein, ce qui est en haut est similaire à ce qui est en bas, ce qui est en bas est similaire à ce qui est en haut. Il y a cette notion de en bas et en haut. Dans d'autres livres, je me souviens, je pense que c'est un livre hermétique, mais pas forcément du Corpus Hermeticum, qui disait la chose suivante, c'est à un moment donné de faire l'intérieur comme l'extérieur. Et c'est cette image de l'Ouroboros que j'aime, c'est pas seulement un serpent qui se mord la queue, mais s'il se bouffe entièrement, il s'est finalement retourné. Le retournement du plomb devient or. Et on retrouve une des anciennes formules alchimiques qui disait pour faire de l'or, il faut de l'or. Donc en fait, le plomb contient, au moins conceptuellement, ce qu'on appelle l'or alchimique. Et donc, transformer le plomb en or pourrait dire le renverser. C'est-à-dire que cette forme éteinte, imitée par la forme et le temps, va à l'intérieur, donc disparaît. Et ce qui est à l'intérieur, son germe d'or, apparaît à l'extérieur. Est-ce que dans le processus que tu as décrit, il y a cette forme d'inversion? C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui est caché à l'intérieur, qui commence à rayonner dans ton être et qui est extérieur, et ton être extérieur, quel que soit comment tu le définis, finit par disparaître. Tu vois ce processus d'inversion? Oui. Alors je dirais pas d'inversion, mais de dévoilement. J'opterais plutôt par ce mot-là. Il y a quelque chose qui se dévoile. Pourquoi? Parce que le plomb. Le plomb, c'est Saturne. Saturne, métaphysiquement conservateur, mais qui est le professeur aussi, qui est l'enseignant, mais aussi qui garde les secrets. C'est pour ça que l'or est à l'intérieur, parce qu'il sait qu'il y a un trésor à l'intérieur de lui. Ouais. C'est là où on pourrait dire qu'il y a un retournement. Mais dans cette voie-là, nous sommes notre propre plomb, mais peut-être que nous sommes notre propre plomb parce que nous avons cette manie de résister au changement. Le côté saturnien en astro, c'est aussi la structure, c'est la connaissance, mais la connaissance bien charpentée. On ne change pas les habitudes comme ça. Oui. Donc notre structuration, on va dire physique humaine, par rapport à un métal, est beaucoup plus compliquée chez l'humain que le métallique. Et le métallique, lui, il suffit de le travailler, de le fondre et peut-être qu'il y a de la révélation. Nous, on a besoin de passer par d'autres processus. C'est-à-dire déjà que le corps, lui, déjà, ils sont rassurés. Déjà, il faut libérer des résistances, désapprendre certaines choses pour que la lumière rentre tout doucement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas la peur, la conservation, la survie qui gêne. Le point commun en tout, c'est la peur. D'accord. Nous sommes des peureux. C'est pour ça que... Et dans le processus que tu décris, ces aspects-là sont transformés, dilués, épurés, mis en lumière. Voilà, là, sont dilués et doucement, les voiles se lèvent par couches, comme des plueurs de lion, d'une certaine manière. Donc la transformation est doucement dévoilée. Donc on se soulève des voiles, des illusions de notre plomb intérieur. Je te remercie pour cette réponse. Hein. L'arrière-pensée que j'avais, c'était cette notion de la voie classique de la fabrication de la pierre philosophale, où effectivement, une fois que les principes sont d'abord séparés, purifiés, rassemblés, naissance de l'enfant philosophique, et ensuite on nourrit. C'est ça. On nourrit la pierre. Et je me suis demandé à un moment donné, mais ce sera peut-être l'occasion d'en discuter séparément,
si ce processus de captation de Spiritus Mundi, ce processus de respiration dont tu as parlé, cette rencontre des feux, était le processus qui allait nourrir finalement cet or qu'on a déjà. Mais c'est un point de vue. C'est le point de vue, pour faire de l'or, il faut de l'or. Et parce que la respiration, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire, je nourris quelque chose qui était un peu comme cette quintessence. Mais une fois qu'on a donné de la place à cette quintessence, eh bien, on l'alimente, et elle commence à prendre place, à prendre place, à prendre place. Et ce qui était à l'intérieur, finalement, commence à se communiquer. Et peut-être, si elle change ton comportement, ton rayonnement, ta présence, ton charisme, ben ça peut avoir des effets autour de toi. Tu as parlé de guérison, mais ne serait-ce que la présence de quelqu'un de charismatique, de quelqu'un de calme, de quelqu'un de rayonnant, et déjà une façon de transformer le monde. C'est ça. Et à mes yeux, je pense qu'en faisant de la voix interne en complément de la voix externe, je pense qu'on trouve un équilibre, un certain équilibre déjà dans notre monde, de réintégration dans le monde. Et c'est pas parce que, pour les plus érudits, ceux qui ont la chance extraordinaire d'avoir toutes les clés en alchimie, c'est pas parce qu'on sait faire la pierre philosophale, savoir la faire, donc connaître le processus, que c'est le moment de la faire. Que c'est le moment de la faire ? Et oui, peut-être qu'il y a des étapes dans la vie à résoudre, je dis pas à régler, à résoudre pour trouver les solutions et parvenir à la fin. Donc c'est peut-être que la pierre philosophale, en fin de compte, c'est un aboutissement, mais peut-être que c'est un vrai début d'autre chose. Ouais. Tu me fais penser dans un autre domaine à Paracels, dans ses écrits, lorsqu'il décrit le 5e type de maladie, avec la maladie des esprits, des astres, de la nature. Et il y a le 5e type de maladie où il dit très clairement, lorsque le médecin identifie que c'est la 5e entité de la maladie, celle de Dieu, eh bien l'alchimiste ne doit pas intervenir avant l'heure. Voilà. Même s'il savait trouver l'astre, le médicament, le remède, il ne doit pas intervenir avant l'heure. Et ce que tu me dis là, même si tu savais la fabriquer, c'est peut-être pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ah oui, c'est intéressant. C'est quelque chose que tu as développé par toi-même ou ça faisait partie de cet enseignement que tu as reçu ? Ce sont des conclusions que j'en ai tirées. Ça fait très peu de temps que je fais de la chimie par rapport à beaucoup d'érudits qui sont beaucoup plus calés au niveau des ouvrages, au niveau des principes, au niveau de tout ce qui est dans le cœur même de l'alchimie. J'en ai tiré des conclusions surtout en visitant l'intérieur de moi-même. J'ai fait mon propre vitriol. Et puis, il y a une chance extraordinaire, c'est que par rapport à quelques années, la transmission se libère de plus en plus. On fait des rencontres extraordinaires. Je ne citerai pas de nom aujourd'hui, mais ils se reconnaîtront, qui m'ont apporté des clés absolument extraordinaires. Et du coup, à part cette libération, justement, ça va un peu plus vite. Ouais. Alors, il est clair qu'en alchimie, pour moi, dans la jeune génération qu'on est aujourd'hui, il est très important déjà que c'est nos voies de réconciliation. Bon, la voie alchimique hermétique, enfin, toutes ces voies philosophiques sont des voies de réconciliation, de réintégration à la nature, puisque dans cette période de perte de valeur, de chaos, puisqu'en alchimie, en hermétisme, on parle du ilé et du chaos, c'est au-dessus du bien et du mal tout ça, c'est vraiment des concepts de métamorphose, de vie, de mort, de retransformation. Il est nécessaire pour moi, pour ceux qui veulent s'y mettre, déjà, ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent, qu'ils s'y mettent. Tu anticipais ma dernière question. Je voulais terminer là-dessus, mais je te la pose quand même, et puis tu pourras aller plus loin. Je voulais te poser la question, quel message tu aimerais donner ou faire passer à des jeunes aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce qu'ils rencontrent comme espoir, comme illusion, à travers ce que l'alchimie peut apporter à eux ou au monde. Je ne peux parler qu'en fonction de ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu expérimenter.
là où on est un peu paumé, dans une génération, on est largué dans la nature par la carrière, toute cette course à la vie, là, il y avait consommation, la survie. Voilà, donc, pour moi, voilà, comme je viens de dire, l'alchimie, l'hermétisme, c'est une voie de compréhension de la nature, déjà de notre propre nature. Tu as parlé de réconciliation avec la nature aussi. Et de la nature en général, et de comprendre certains principes de l'univers. Puisqu'on veut tout recevoir, oui. On veut tout savoir et rien payer, comme on dit, non, tout est échange. Et je pense que la nature ne demande qu'une chose, c'est qu'on échange avec elle. Par ces voies-là, le laboratoire vous aidera déjà, pour vous les jeunes, pour ceux qui n'osent pas s'y mettre, déjà de mettre la main dans la matière, déjà de visiter la matière, de l'explorer, de s'incarner, je dirais. C'est vraiment fondre un métal anti-moine, avec toutes les précautions possibles imaginables qu'il faut mettre en place. C'est une voie où on commence à comprendre le processus d'incarnation et comment grandir. Partir d'un minerai noir, plombé vers quelque chose d'argenté, et surmonté d'une belle étoile. Oui, c'est intéressant que tu dises de partir avec l'antimoine et de travailler avec l'antimoine, puisque c'est traditionnellement, dans la tradition de l'alchimie, le métal, le minerai, enfin l'élément qui est associé à la Terre. Travailler l'antimoine, c'est travailler l'incarnation. C'est ça, et c'est le métal de notre monde pour la Kabbale. Donc, c'est complètement cohérent avec ce cheminement-là. Ce qui est important, c'est que ce métal-là, il ne faut pas bloquer que sur ce métal-là. Il faut visiter les autres métaux aussi, faire attention, éviter les métaux toxiques bien sûr, mais apprendre à connaître leurs propriétés, leurs signatures. Donc chaque métaux correspond à une signature planétaire, qui est liée à l'astrologie, à des humeurs, qui correspondent à nos métaux intérieurs aussi. Donc l'alchimie, ça permet une connaissance de soi par ces voies-là. Mais aussi les plantes. La voie des plantes, c'est la connaissance de la nature, mais on se connaît, on se reconnaît par certaines plantes. Les plantes martiales, je dirais, comme les plantes comme l'armoise, ce sont des plantes qui donnent du peps, qui remontent si on est un peu perdu, qu'on n'a plus envie. Ça permet, ça permet déjà d'être dans notre monde, de vivre pleinement notre monde. On ne va pas rentrer dans ces domaines qui méritent une rencontre particulière sur la Kabbale, sur les plantes. Mais je te remercie beaucoup pour ce partage. Tu n'as aucun souci que je mette sur YouTube, hein, c'est bénévole. Il y a des personnes que ça intéresse, d'autres que ça n'intéressera pas. Et je fais ça. J'ai une forme de quête également, qui est de rencontrer des alchimistes et de découvrir toujours leur richesse et ce qu'ils apportent. Et je te remercie, Nicolas. Merci, Claude.